Ouais, on va avoir des problèmes. Ok, c'est bon. Eh bien, bonjour à tous. Bonsoir, tout du moins. Et encore une fois, l'histoire de leur début. Et ce soir, j'ai envie à nouveau de vous inviter à sortir de votre poste de conducteur de métro vers votre objectif et de passer dans les wagons de vos projets et de pouvoir peut-être en sortir ou dévier ces wagons pour aller retrouver un autre monde, une autre façon de faire, pour pouvoir trouver peut-être des idées et surtout comprendre en fait que on n'a pas juste une rame, un objectif et on n'est pas comme un taureau à aller tout le temps taper contre le mur, mais qu'on a la possibilité de pouvoir ouvrir le champ des possibles, qu'on a la possibilité de pouvoir voir d'autres entrepreneurs. Salut Willy, merci d'être là. Et d'autres entrepreneurs, de voir d'autres manières de faire, de voir d'autres avis sur les challenges, sur les débuts aussi. C'est toujours intéressant de savoir comment les gens ont commencé. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je vous invite à sortir de votre métro, de votre rame, et d'entrer dans le monde de Camille Bus, qui est à côté de moi. Coucou Aurélie. Bonsoir Camille. Hello Eliane, bonsoir tout le monde. Trop chouette de vous savoir là et merci Eliane pour l'invitation. Trop contente d'être présente ce soir. Cool. Alors Camille, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et la première question que j'adore poser aux autres, que je déteste faire, mais que j'adore poser aux autres, c'est Camille, présente-toi pour les gens qui nous suivent. Écoute, avec plaisir. C'est toujours un peu difficile de se présenter. Est-ce que tu parles de ton job? Est-ce que tu parles de tes passions? Est-ce que tu parles de ce qui te traverse en ce moment? Je vais essayer de faire un peu un mix de tout ça. Donc moi, je suis Camille. Donc aujourd'hui, je suis entrepreneur, préparatrice mentale et coach. Ça, c'est plus la casquette officielle des choses qui me définissent. C'est que j'adore l'humain, j'adore l'entrepreneuriat, j'adore le monde des startups spécifiquement. Je dirais que mon gros dada depuis plusieurs années, ça a toujours été d'animer des communautés d'entrepreneurs, de fédérer des communautés d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire mon métier en les accompagnant sur la dimension humaine, notamment avec des outils que tu connais bien, Eliane, puisque c'est des outils de PNL, de préparation mentale et de coaching. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Écoute, je suis très contente d'être là et très heureuse, en tout cas, de parler de ce sujet d'entrepreneuriat au sens large. Parce que c'est vrai que je te parle de la dimension startup que je connais bien, mais l'entrepreneur, c'est très large. Et on est tous entrepreneurs aussi de sa vie, donc ravie d'en parler avec toi. Exactement, c'est aussi ce que j'allais dire, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est pas juste professionnel et que ça peut être effectivement complètement créer les conditions en fait d'une meilleure vie pour chacun. Donc on est tous entrepreneurs, que ce soit professionnel, perso, amical, etc. Il y a toujours un projet. Et qui dit projet dit entreprendre. Et donc, on est tous des entrepreneurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Camille, première petite question dans ce que nous allons aborder. Je crois que tu as eu au départ une activité salariée. Tu n'as pas été entrepreneur dès le début, me semble-t-il. Tu pourras me le confirmer. Et moi, je voudrais savoir, déjà, si tu peux nous dire un mot du côté salarial où tu étais, ce que tu pouvais faire en fait au niveau du salariat. Et c'est quoi le point de bascule? C'est quoi la conscientisation qui fait qu'on passe du salariat à l'entrepreneuriat? Carrément. Écoute, peut-être pour te redonner un petit peu le contexte. Donc moi, j'ai fait une école de commerce. À l'origine, j'étais toute prédisposée pour aller en consulting parce qu'il y avait un côté très rassurant. J'avais un gros emprunt sur le dos à ce moment-là. Donc j'étais en mode, je vais faire une voie qui va être bien dans les rangs, qui va être bien cadrée, qui va être voilà, très stricte, on va dire. Et un peu par hasard, j'ai fait un stage quand j'étais en 4e année où on devait partir 6 mois à l'étranger. Et un peu par hasard, en fait, je me suis retrouvée dans une structure qui accompagnait des entrepreneurs dans le secteur de l'innovation.
Et en fait, à ce moment-là, j'ai complètement découvert, on va dire, l'univers des startups, l'univers des incubateurs, des accélérateurs, de l'accompagnement d'entrepreneurs. Et ça a été mon premier virage, parce que tu parles un peu de point de bascule, mais en fait, il y en a plein, j'ai le sentiment, au fur et à mesure de notre parcours. Et ça, c'était le premier virage où je me suis dit, OK, l'entrepreneuriat, ou en tout cas à ce moment-là, cet univers startup et en particulier l'accompagnement d'entrepreneurs, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, je me suis respécialisée pour faire un master entrepreneuriat. Mais à ce moment-là, c'était pas pour être entrepreneur moi-même, même si c'était quelque chose qui me trottait un peu dans la tête. Je me trouvais trop jeune, pas encore d'idées, pas encore légitime, pas encore plein de choses. J'avais encore plein de croyances et de peurs en tête. Mais à ce moment-là, je savais que j'avais envie d'accompagner des entrepreneurs à se développer dans des structures qui existent sur le marché, accélérateurs, couveuses, incubateurs ou autres. Donc, je me suis spécialisée en entrepreneuriat. Mon premier job, je l'ai fait dans une structure qui s'appelle Le Village Baïséa, qui est un incubateur, donc un lieu qui accueille des startups et dont les entrepreneurs bénéficient aussi d'un accompagnement. Donc, moi, j'ai passé plusieurs années là-bas où je m'occupais du recrutement des startups. Qu'est-ce qu'on faisait avec elles pendant 2 ans? Je m'occupais des mises en relation avec des partenaires grands groupes ou des investisseurs, des experts, etc., qui étaient dans le réseau. Donc, j'avais vraiment ce rôle, on va dire, d'animer, de fédérer. Donc là, j'étais en CDI à ce moment-là. Je suis passée ensuite dans un autre groupe, un autre grand groupe audiovisuel où j'étais un peu Madame Startup, c'est-à-dire que mon rôle, c'était d'identifier des startups avec lesquelles ce groupe-là, en l'occurrence TF1, allait travailler et aussi investir dans des startups qui pouvaient être pertinentes pour les métiers du groupe TF1, donc les journalistes, la production, etc. Et donc, on va dire que je suis un peu biaisée, c'est que j'ai toujours été, en fait, pendant 8 ans, au contact d'entrepreneurs quasi toutes les journées. Donc, à un moment donné, le fait de vouloir moi-même devenir entrepreneur me pendait au nez, dans le sens où j'ai vraiment été en immersion dans un univers entrepreneurial, sauf que j'étais vraiment dans la phase accompagnement. Donc on va dire le point de bascule, il a été, il y a eu plusieurs, je pense qu'il y a eu plusieurs raisons, même si ça s'est fait un peu progressivement. Je pense que comme beaucoup, il y a eu la période du Covid qui nous a tous fait pas mal réfléchir sur finalement ce qu'on voulait faire de notre vie, le sens qu'on voulait y mettre, nos priorités. Moi, je pense que ce qui a beaucoup changé après le Covid, c'est la temporalité. Je me disais toujours, j'ai le temps, un jour j'entreprendrai, ça sera OK, j'ai le temps. Et je trouve que le Covid a créé une forme d'incertitude où on se dit, mais pourquoi est-ce que je vais attendre des années pour entreprendre? Donc, il y a eu un peu je pense, ces réflexions-là. Et après, il y a eu pas mal d'éléments où, tu vois, je regardais de loin tous les sujets de programmation neurolinguistique, développement personnel, coaching, etc. Et c'était des choses qui m'attiraient, mais c'était plus un hobby à côté. Et en fait, à un moment donné, j'écoutais tellement de podcasts, je lisais tellement de bouquins que naturellement, l'étape d'après, c'est d'avoir envie finalement de se former. Et c'est les envies que j'ai eues et qui a fait on va dire, un espèce de switch dans ma tête où je me suis dit, mais mon expertise aujourd'hui, c'est d'accompagner des entrepreneurs. Les sujets de développement personnel de façon générale m'attirent énormément. Pour avoir accompagné beaucoup d'entrepreneurs sur des sujets plus business ou financiers, il y a un énorme besoin sur la partie humaine. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est exactement dans ça dans lequel je veux me reconvertir. Et le point de bascule a été à ce moment-là. Et j'ai quitté mon CDI en décembre 2021. Ok, mais formidable ce parcours. Et c'est vrai que, comme tu disais, effectivement, le Covid a été un point de bascule pour beaucoup de gens. Oui, sur les entrepreneurs que j'ai déjà effectivement eu le plaisir, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger, il y en a pas mal effectivement qui sont créés pendant le Covid, soit pour lesquels on se rend compte effectivement que le Covid a été en fait une forme de période d'introspection pour se dire, comme tu le dis si bien d'ailleurs, mais pourquoi attendre? Aujourd'hui, j'ai envie de ça et on ne sait pas de quoi demain sera fait, en fait. Et oui, effectivement, c'est vrai que ça a été un point absolument intéressant. Tout ça, c'est génial. Absolument. Et donc, on donne sa démission et on se lance. Et on se lance, en fait, avec l'objectif, donc, déjà, uniquement d'accompagner les entrepreneurs, etc., où il y a eu
différents stades sur l'objectif pour se lancer? C'est une très bonne question parce que c'est vrai que quand on se lance dans un projet, on parle toujours de la fameuse question, du positionnement. Heu, qui va être ta cible? À qui est-ce que tu souhaites t'adresser? Quelles sont les personnes à qui tu rêverais, de vendre, que ça soit des services, des produits ou autres? Donc il y a vraiment cette question de cible qui est souvent une énorme, épine pour ceux qui se lancent parce que parfois on a envie d'accompagner plein de typologies, différentes. Ma particularité, c'est que je savais tout de suite, pour ma part, que c'était des entrepreneurs que je voulais accompagner et dans les entrepreneurs, moi, je m'adresse à une typologie qui est vraiment très, spécifique, qui sont les fondateurs et les fondatrices de start-up en phase de croissance. Donc des start-up qui sont souvent plus des projets assez tech, qui sont plutôt des typologies d'entrepreneurs que j'ai accompagnés par le passé et mon choix, en fait, il a, été à la fois par passion, parce que c'est des entrepreneurs que je connais par cœur, que j'adore et je sais que pour les avoir accompagnés, que c'est en étant en CDI, que c'était enfin voilà, qu'il y avait beaucoup de problématiques sur le plan, humain. Hem Et on va dire aussi plus par facilité parce que c'était finalement la cible que je ne connaissais le mieux, et donc mon choix en tout cas c'est, arrêté en fonction de ça. Mais pour autant, même tu vois aujourd'hui et là ça va faire du coup 1 an, que je me suis lancée, même si j'ai l'impression que c'est toujours très, 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 très précis, on se rend compte qu'on peut toujours affiner, on peut toujours évoluer, et ça c'est ça qui est génial aussi parce qu'on faut pas partir avec des certitudes quand on se lance, il faut juste écouter ses intuitions, tester, co-construire et voir au fur et à mesure comment est-ce qu'on réajuste en fonction des directions qu'on a prises. Oui, complètement. Le fait de partir effectivement avec des certitudes, c'est quelque part se mettre sur un plan horizontal, en fait, qui ne permet pas du tout d'évoluer. Et il faut systématiquement, on est d'accord, même quand on se lance, tenir compte en fait des circonstances, du marché, de ce que l'on apprend pour pouvoir toujours s'adapter, toujours donner mieux. Absolument. Donc, si je comprends bien, toi, quand tu t'es euh, installé, en fait, tu bénéficiais quelque part déjà d'une certaine forme de réseau pour aller trouver tes premiers clients. Oui, oui, c'était, c'est ça pour le coup, c'est vrai que c'est un très bon levier, pour moi, dans le sens où c'était, bah, le milieu dans lequel j'étais, toutes ces dernières années et donc ça a été assez évident, on va dire, pour venir, bah, proposer à des groupes d'entrepreneurs d'être bêta-testeurs, de faire des enquêtes, de faire toute cette phase, en tout cas, d'idéation et de création avec à ma disposition des entrepreneurs que je connaissais déjà ou qui faisaient partie, de mon réseau et d'ailleurs, tu vois, dans les techniques pour trouver son positionnement, il y a plusieurs techniques et approches, qui existent. Il y en a certaines qui vont partir finalement de la typologie enfin de personnes qu'on aime bien accompagner. Est-ce que ça va être des mamans? Est-ce que ça va être, des chefs d'entreprise? Est-ce que ça va être des managers? Enfin, voilà, tout l'idée, c'est en tout cas de mettre le doigt dessus et il y a d'autres approches. J'ai écouté un podcast la dernière fois sur ça, je pourrais repartager le lien, qui part en fait plus du réseau de la personne et ensuite on affine sur le profil sur le profil type qu'on pourrait accompagner. Donc je trouve que finalement le réseau, il peut être aussi quand c'est en tout cas des réseaux, qu'on apprécie, ça peut être aussi une très bonne base pour, identifier sa cible, favorite. Oui, absolument. Et c'est vrai qu'effectivement, on a ça, mais donc quand on se lance, c'est bien beau d'avoir au départ un réseau, euh, mais avoir quelques clients dans un réseau, ça ne suffit pas. Après, c'est quoi qui a marché? C'est le bouche à oreille, tu as été démarché, tu as fait des salons. Quelles ont été les stratégies en fait après pour développer cette clientèle? Ouais. Enfin, c'est une très bonne question parce que c'est ultra concret. Je vais vous partager comment est-ce que moi, en tout cas de mon côté, qu'est-ce qui a été efficace, dès les 1res semaines, les premiers mois où je me suis lancée. Alors la toute première chose, c'est que alors même que j'étais toujours en formation, bah, à l'académie de puissance mentale, chez Geoffrey Brochet que tu connais, Mhm. je commençais déjà auprès de mon réseau de partager des éléments sur la préparation mentale, sur, bah, finalement tout ce qu'on apprenait au sein de cette formation. Donc pour les personnes qui connaissent moins, c'est, une formation de coach en préparation mentale, donc avec une dimension très préparation mentale, une dimension aussi, coaching. Et donc chaque semaine finalement ce que j'apprenais dans la formation,
je le repartageais aussi sur les réseaux. J'avais commencé à créer une newsletter et de façon très, on va dire, sans aucune attente en fait particulière à ce moment-là, je commençais à faire des petits lives, des petites choses. Enfin, voilà, en tout cas, j'essayais de parler dessus, mais j'étais même pas en fait dans une démarche commerciale. J'étais plus dans une démarche où même moi, à titre personnel, ça me permettait de restituer aussi ce que j'apprenais. Et donc, dans les choses, en tout cas, qui ont été très efficaces au moment où je me suis lancée officiellement, ça a été donc des webinaires que j'ai organisés, où j'avais fait des petits posts sur LinkedIn en disant, bah voilà, je vais faire un webinaire sur la gestion de la pression, un webinaire sur les routines de performance, enfin voilà, plein de webinaires en fonction des thématiques que j'abordais. Et donc ça convertit très très bien. Donc en tout cas, c'est l'une des pistes quand on souhaite prospecter des clients. L'avantage des webinaires, c'est qu'il y a le côté humain, on apporte de la valeur. Et en plus, moi, de mon côté, j'étais pas du tout dans une démarche commerciale. Et à la fin, les entrepreneurs qui étaient inscrits me disaient, mais qu'est-ce que tu proposes? Et c'est limite pas quelque chose que j'avais vraiment écrit de façon ultra formelle à ce moment-là. Le deuxième élément qui a été très efficace de mon côté, c'est que progressivement, chaque semaine, je crée aussi une newsletter qui me permettait aussi de partager des éléments sur la préparation mentale, qui m'a permis, en fait, ou en tout cas à certaines personnes, de prendre connaissance de ce que je partageais, peut-être aussi de mieux comprendre quelle était mon histoire ou ce type de choses-là. Je faisais un peu un mix entre les deux types d'apprentissage. Et donc ça a bien fonctionné. Et ensuite, je dirais autre chose qui a très bien fonctionné pour moi, ça a été aussi de co-construire avec des entrepreneurs. Je te parle par exemple d'une expérience plus récente où j'ai une nouvelle offre là que je suis en train de lancer. Et en fait, là, mon réflexe, et ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande, quel que soit finalement le métier, quel que soit le projet qu'on peut avoir en tête, ou voilà, quel que soit en tout cas ce qu'on a envie d'entreprendre, c'est de vraiment co-construire avec toujours un petit groupe de personnes qui se rapprochent de sa cible. Et ça peut être parfaitement gratuitement. Mais le fait vraiment de co-construire avec cette cible-là et de tester ce qu'on appelle dans le jargon startup le MVP ou Minimum Viable Product, c'est ce qui va permettre en fait, un, de pouvoir réajuster quand on va vendre, deux, d'avoir un maximum de feedback sur ce qu'on propose, et trois, d'avoir des retours ou des témoignages aussi lorsqu'on va lancer un nouveau produit ou une nouvelle offre qui proviennent de vraies personnes, entre guillemets. Donc tout ça, en tout cas, c'est vraiment des choses qui, moi, à titre personnel, ont été vraiment les actions que j'ai mises en place et qui m'ont vraiment aidé à lancer mon activité beaucoup plus vite que je l'imaginais. Mais écoute, tu nous donnes effectivement énormément de clés pour le début. Effectivement, les newsletters, le fait de partager aussi, il y a des fois quand on est en formation, de partager en fait ce qu'on apprend et quelque part de vulgariser en fait l'application qu'on est peut-être ou qu'on pense pouvoir en faire. Ça, c'est effectivement quelque chose que bien souvent quand on crée, on ne fait pas. Tout simplement parce qu'on se dit, ben, je suis pas connue, donc, enfin, ouais, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Je suis pas connue, donc en fait, quel est l'intérêt que je partage ça? Ça va pas intéresser. Et pourtant, c'est justement ce qui fait l'attrait. Parce que tiens, quelqu'un de nouveau qui partage quelque chose, au moins une ou deux fois, on va l'écouter. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est une question personnelle. Mais il y a toujours un attrait de point d'interrogation, en fait. Exactement. Et c'est génial tout ça. Après, et tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a souvent, on peut se dire, je me dévoilerai au grand jour que lorsque je serai au clair sur mon offre, lorsque mon site sera prêt, lorsque je saurai exactement comment est-ce que je me pitch. Mais en fait, la réalité, c'est que, un, on n'est jamais prêt. On n'est jamais, jamais prêt. Et deux, c'est presque mettre la charrue avant les bœufs dans le sens où c'est finalement les expériences en co-construisant, en testant des petites choses, en se plantant, etc., qui vont nous permettre de savoir ce qu'on veut proposer, qui vont nous permettre de savoir ce qu'on va mettre en avant sur notre site, et finalement pas l'inverse. Donc c'est intéressant de le faire aussi dans ce sens-là et de se dire, bah, on verra bien.
Absolument, absolument. Et non seulement, effectivement, ça permet de tester, mais en plus, ça permet, à force de le faire, de prendre la confiance et soi-même de prendre la compétence, en fait, de pouvoir aller de plus en plus loin et de mieux en mieux, quelque part, en fonction, effectivement, des retours qu'on peut avoir. Et rien ne vaut, effectivement, cette expérience et cette expérimentation, complètement. Ouais. Et quand on se lance, Camille, c'est quoi les craintes qu'on a ou c'est quoi les besoins qu'on peut avoir, les craintes, les besoins, c'est quoi les pièges que tu as eu à affronter? Et ça, c'est important parce que bien souvent, on n'a pas conscience des pièges. Exactement. Alors, on va dire au niveau des craintes, il y en a plein, hein. Très sincèrement, il y en a énormément, lorsqu'on se lance. Moi, à titre personnel, je pense que j'avais toujours peur peut-être de pas être assez, experte. J'avais toujours peur, de me dire que je me planterais aussi. Enfin, il y a énormément de doutes aussi sur le fait qu'on se dise: «Bah, est-ce que je peux vivre de cette activité? Est-ce que je peux vivre de ma passion aussi?» Il y a beaucoup de choses aussi qui se jouent par rapport à ça. Et au niveau des pièges, heu, alors je sais pas si moi de mon côté, je dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup de pièges, mais en tout cas, c'est un peu ce que je décrivais tout à l'heure. C'est, en fait, la seule chose maintenant avec du recul qui permet fondamentalement d'avancer, c'est, d'expérimenter, 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 d'être très orienté, passage à l'action, de se dire, «Je veux tenter ce webinaire, c'est parti, je tente. Si je veux lancer cette newsletter, si je veux, lancer un groupe d'entrepreneurs, si je veux tester cette offre». C'est vraiment en fait de pas rentrer dans le piège où, en se comparant à d'autres, on a l'impression d'être tout petit ou d'être extrêmement à la bourre ou de pas être assez bien, et vraiment de se rappeler que chaque personne aussi a son propre chemin. On peut absolument pas se comparer à des personnes déjà qui sont beaucoup plus avancées et qui ont pas du tout eu les mêmes expériences que nous, et que c'est finalement le chemin, les petites, pierres en tout cas qu'on met en place, à ce moment-là, qui vont nous permettre progressivement de nous mettre sur notre route, et ce qui va nous permettre en fait de se déployer nous, sans pour autant regarder le voisin. Je pense que l'un des gros pièges en fait, c'est de regarder les voisins, et et moi, la première, à un moment donné, je regardais un peu sur LinkedIn, je regardais des sites, et cetera. À un moment donné, je me suis dit: «Mais en fait, là, tu cherches à l'extérieur ce que toi, tu souhaites développer à l'intérieur, et mets-toi des œillères, fais un énorme tri sur, tes réseaux». Je me suis, unfollow, enfin, je me suis désabonnée de beaucoup de personnes, et voilà. Je me suis vraiment, en tout cas, mis dans un, on va dire, dans un cocon, de réseau social, de personnes juste qui me portaient et pas qui pouvaient me faire culpabiliser, et une fois de plus, je suis la propre responsable quand je culpabilisais en regardant, d'autres profils. Après, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait d'éviter de se comparer. Par contre, c'est toujours intéressant quand même d'avoir des points de mire, d'avoir des points d'objectif, en fait, de gens qui, pas forcément font mieux que nous, c'est pas ce que je veux dire, mais qui ont plus d'expérience. Et c'est vrai que la comparaison avec ces gens-là, c'est quelque chose qui va nous desservir parce qu'on va souvent se dire, oui, mais eux, ils font et moi, je fais pas. Oui, ok. Faut simplement réagir sur le fait que toi, tu commences et qu'ils ont peut-être 10 ans ou 15 ans d'expérience. Donc, ils ont plus de pratique, ils ont plus de, voilà, ils ont vu plus de choses en fait, quelque part. Et il Exactement. n'est pas question d'être comparé à eux, mais peut-être de les prendre aussi comme mentors, de voir comment eux font pour justement réussir et d'essayer d'appliquer ou d'apprendre en fait de ce qu'ils font. Et là, on s'élève. Enfin, il me semble. Exactement. Ah, je suis complètement d'accord. C'est pour moi, c'est la différence en fait entre la comparaison et l'inspiration. Là où pour moi l'inspiration est un énorme moteur, et et justement, souvent quand on n'a pas forcément, on va dire, le réseau, ou quand on se dit: «Bah, je sais pas qui autour de moi peut être un mentor, j'ai pas trop d'entrepreneurs autour de moi», ou ce type de choses-là. Moi, je sais que, mon cercle, on va dire, de mentors, je l'ai aussi créé avec, tout simplement, 3-4 personnes que je suis, en podcast, chaque semaine, et dont je m'inspire en effet du contenu, je m'inspire de leur aventure, de leur énergie, et même si en effet ils sont beaucoup plus,
avancer, là, ça me porte beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, ça t'élève, c'est vraiment le bon mot. Et voilà. Et par contre, quand on parlait des pièges, effectivement, il y a des fois de la création entrepreneuriale. Pour moi, j'ai l'impression qu'un des gros pièges aussi qu'on ne voit pas forcément, c'est l'excès de confiance. Parce que avoir un objectif, être porté par ce que l'on fait, c'est absolument génial. Mais avoir l'excès de confiance, de dire je sais, je vais y arriver, etc., on risque quand même, il y a des fois pas mal de tomber justement dans comment dire, une façon de faire en fait qui ne nous permet plus d'évoluer parce qu'on est tellement persuadé d'avoir la vérité, de savoir ce qu'on va faire que on n'y arrive pas en fait. Et on a du mal à accepter et les critiques et les feedbacks en fait et tout ce qui s'ensuit parce que tellement confiance sur ce qu'on va faire que le fait de dire ça va marcher, je vais lancer un truc, ça va marcher, mais sans avoir été chercher peut-être le besoin qu'il peut y avoir du produit, sans avoir été chercher la problématique qu'on va aller résoudre et être persuadé que, moi je ne sais pas, mais si aujourd'hui je te vends, parce que j'ai un excès de confiance, un voyage sur la Lune à pied, je dis n'importe quoi. Mais si aujourd'hui je te vends le fait que demain je peux t'emmener sur la Lune à pied, il y a quand même un léger excès de confiance qui prouve qu'on n'a pas quand même été voir vraiment ce sur quoi on a besoin de créer quelque part. Et pour moi, c'est un piège aussi. Il y a des gens qui sont tellement focalisés là-dessus qu'ils ne voient pas ce qu'il y a à côté. Tu perdrais énormément de temps. Pourtant, j'aimerais bien aller sur la Lune, ça c'est clair. C'est pas impossible. Et donc, création, piège, besoin, effectivement, surtout dans ce que tu fais dans le coaching entrepreneurial, etc., on se rend compte toujours qu'il y a des besoins et qu'il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas. Donc, on est toujours en train de se remettre en question, quelque part. Et exactement. à force de se remettre en question, on arrive à devenir de plus en plus compétent. C'était quoi tes premières réussites? Comment tu les as vécues? Écoute, je pense que mes premières réussites, ça a été bien sûr mes premiers clients. Je pense que ça a été aussi, le moment où je me suis rendu compte que, finalement, le fait d'adresser, la gestion de la pression pour des CEO, de start-up, là où tu en as beaucoup qui disent que c'est pas forcément un sujet prioritaire, qu'on va être plutôt sur des sujets de financement, de développement de business, alors qu'en réalité, il y a énormément de besoins et je reçois beaucoup, beaucoup de messages d'entrepreneurs qui me disent que c'est pas un sujet qu'ils ont réussi à adresser et qu'ils ont besoin aussi, qu'on les accompagne, qu'on les coach pour pouvoir mieux développer leur entreprise. Ça, je pense que ça a été en fait, au-delà du fait d'avoir réussi, bien sûr, à signer ses clients, de vivre de son activité, etc., je pense que la plus grosse réussite, c'est d'avoir un impact sur des entrepreneurs et d'avoir ce recul aujourd'hui où tout ce que je leur partage en accompagnement, etc., servent encore aujourd'hui et leur permettent de développer une activité de façon plus sereine et surtout d'avoir plus de bien-être. Tu vois, moi, il y a vraiment un truc pour le coup contre lequel je me bats un petit peu dans l'univers entrepreneurial, c'est que, en particulier dans la culture startup, il y a un gros courant qui va être sur ce qu'on appelle la culture no pain, no gain, c'est-à-dire il faut travailler 7 jours sur 7, il faut vraiment se défoncer pour son entreprise, il faut écraser les autres, tout ce qui est finalement voilà, bien-être, en tout cas, faire attention à soi, c'est pas la priorité. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup, on va dire, mis en avant par des très grosses startups qui ont fait de belles croissances, etc. et qui prenaient moins finalement un équilibre de travail et qui, je trouve, du coup, faisait beaucoup culpabiliser les personnes qui voulaient monter des projets ambitieux, mais pour qui le modèle de travailler, par exemple, 7 jours sur 7, 24-24 ou de 6 heures à 23 heures, ça ne correspondait pas. Pour eux, c'était un peu un modèle de réussite qui a été beaucoup mis en avant. Et pour répondre à ta question, je pense que l'une de mes réussites, c'est d'avoir aussi des personnes autour de moi, des personnes que j'ai rencontrées dans des événements ou que j'ai accompagnées
et qui me disent, mais ça fait tellement du bien aussi de se rendre compte qu'il y a une autre voie qui est possible et que finalement, on peut être performant tout en étant dans une écologie de soi, tu vois? Et ça, pour le coup, c'est, je pense, le moment où tu commences à avec finesse, toucher sur les bons, «boutons» entre guillemets des personnes que tu accompagnes, ça, c'est vraiment les plus belles victoires. Et tout ce que tu dis, effectivement, et cette culture du no pain, no game, on l'a connue aussi. Alors, moi, je viens de l'univers, effectivement, juridique, donc des cabinets d'avocats. Et à un certain moment, on a effectivement les cabinets anglo-saxons, en fait, qui sont arrivés avec justement cette culture un petit peu, mais ça allait peut-être encore plus loin. Parce que c'est vrai qu'on commençait très tôt le matin, on finissait très tard le soir, mais en plus, il y avait ces fameux week-ends entre collaborateurs, etc., où même les conjoints, il y a des fois, n'étaient pas acceptés. Et en fait, on vit avec ce genre de culture euh, quelque part une certaine forme d'isolement et de sectarisme. En fait, on reste juste avec les collègues autour, et tout ce qu'il y a autour de ça n'est pas censé exister quelque part. Et c'est quand même, pour moi, ça finit par être une culture qui est dévalorisante pour l'être humain, en fait, Mmh. quelque part. Exactement, exactement. Et très sincèrement, je connais aucun entrepreneur qui a bossé 7 jours sur 7 sans s'arrêter, hem, je sais pas, peut-être 2 3 ans et qui a pas fini en burn-out ou qui n'a pas fini, dans le mur. Ça, je pense qu'une fois de plus, c'est une utopie de se dire qu'on peut tenir des rythmes comme cela, sans pause, sans récupération, sans débrancher le pilote automatique, sans écouter les signaux du corps, sans avoir des phases, vraiment de récupération du corps et de l'esprit et d'être toujours dans cette performance. Souvent, j'ai des entrepreneurs qui me demandent, «Camille, comment est-ce que je peux être toujours performant?» Mais être toujours performant, c'est une illusion. Un sportif, il est pas toujours performant. Un sportif, il est, et c'est Nicolas Rimbaud, qui dit ça, j'adore cette phrase, il est intense dans l'effort, mais il est intense dans la récupération. L'un ne va pas sans l'autre, en fait, en réalité. Et j'adore ce parallèle justement avec les sportifs parce que ça parle bien aussi aux entrepreneurs qui sont à la recherche de la performance. Mais moi, j'utilise l'univers du sportif pour leur dire, un sportif, quand il prépare un match, il va avoir une phase de préparation où il va se mettre dans les conditions pour être au meilleur de lui-même. Il va avoir la phase d'action où il va être dans cette phase de match où il va être à fond, à fond, à fond, mais qui est une phase courte. Et ensuite, il va avoir une phase de récupération, de relâchement du corps et de l'esprit. Et après cette phase, il va pouvoir passer au prochain match. Un entrepreneur, il passe sa vie toujours dans le match. Et donc ça, c'est juste pas possible en fait. On peut pas demander à être performant comme un sportif et se comporter à l'opposé, en fait. Absolument. Et alors, toi, tu prends l'univers du sportif. Moi, tu vois, ce que tu viens de partager me donnait tout à fait l'image, en fait, de quelqu'un qui saute sur un trampoline. Il peut pas toujours être en l'air. Il y a des moments où il doit retomber sur le trampoline pour descendre plus bas et reprendre de l'élan pour repartir. En fait, ce que tu me disais m'a vraiment donné cette Cette image, image-là. C'est ouais. c'est assez génial. Mmh. Et Et justement, tu parlais tout à l'heure du fait d'être toujours à fond, et ça m'offre la transition sur une question que j'ai envie de te poser. Quand on démarre, quand on crée une situation, un job, un objectif, quel que soit, puisqu'on le disait en début d'échange, on est tous entrepreneurs de quelque chose. Comment on gère l'équilibre vie pro, vie perso, en fait? Comment est-ce qu'on gère l'équilibre entre ma vie à moi et puis ma vie pour mon objectif? mmh, Comment tu l'as géré, toi? ouais, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? hem, écoute, le premier élément que je peux te partager, c'est que c'est beaucoup de discipline. Le bien-être à mes yeux est vraiment, nécessaire, enfin nécessite beaucoup de discipline. Dans le sens où encore plus quand on est passionné, lorsqu'on est entrepreneur, et la particularité aussi peut-être des coachs et des indépendants, c'est qu'il y a très peu de frontières finalement entre, soi et sa boîte ou en tout cas son activité. Donc les 2 en fait sont très, très, très vite, mélangés. Et donc pour pas se laisser, on va dire, envahir par, ce qu'on a à faire, la passion aussi qui nous guide. En réalité, tu parlais des pièges.
la passion, c'est un moteur, mais c'est aussi un piège. Je te donne un exemple tout bête là, par exemple, qui me vient. Bah, avant, quand je bossais dans mes différentes boîtes, le soir, je lisais un bouquin, tu vois, je sais pas, de Tony Robbins ou autre, en lien avec le développement personnel, et c'était voilà, c'était ce qui me détendait le soir. Aujourd'hui, comme c'est mon métier, et ben en fait, quand je lis ce type de bouquin le soir avant de me coucher, j'ai complètement l'impression d'être encore dans ma journée. Je passe mon temps à prendre des notes, à me dire, ah bah tiens, un tel, je pourrais en coaching lui parler de ça, etc. Donc, tu vois, c'est aussi comment est-ce que je réadapte mes hobbies précédents qui sont devenus mon métier pour pas rester constamment dans ce lien avec mon activité, tu vois. Donc, par exemple, maintenant, j'ai lis des magazines de déco, des BD, enfin, plus qu'avant pour justement plus couper. Et donc, quand je te disais aussi que c'est de la discipline, et c'est génial de l'expérimenter parce que c'est ce qui me permet aussi le plus de me rapprocher des problématiques des entrepreneurs. Je leur jette absolument pas la pierre quand ils disent qu'ils ont du mal à décrocher, parce que moi, la première, j'ai du mal à décrocher. Mais donc, pour autant, j'anticipe au maximum. C'est-à-dire que prévoir des jours off, ça s'anticipe, ça se bloque, c'est non négociable. Intégrer dans sa semaine une ou deux séances de sport, ça s'anticipe, ça se bloque, c'est non négociable. Il faut se créer des routines, les avoir au même moment. Moi, j'ai l'énorme avantage alors, j'ai pas d'associé, de cofondateur, cofondatrice avec moi, mais j'ai un chéri qui justement a ce rôle-là et qui va me dire, maintenant tu déconnectes, on passe un moment de qualité ensemble. Est-ce que tu as vraiment besoin d'aller à telle soirée d'entrepreneur, qui va aussi un peu me faire une espèce de garde-fou finalement, parce qu'il me connaît bien et il sait que je peux avoir tendance à aller un peu en zone rouge. Donc, pour essayer de répondre simplement à ta question, cet équilibre, il se trouve, en définissant ces non négociables, ce qui me permet en fait de reconnecter à la vie normale, de me reconnecter à moi, de retrouver de l'énergie mentale et physique. Euh, et deux, de les bloquer, d'anticiper au maximum, sinon il y aura toujours quelque chose. Et trois, de trouver des activités qui nous permettent vraiment de couper avec le quotidien et de ne pas être constamment finalement le nez dans son portable, le nez dans ses notifications ou autre. De toute façon, le nez dans le portable, etc., même si effectivement on n'est pas entrepreneur, on voit aujourd'hui l'impact en fait des écrans quelque part et l'addiction qu'il y a. C'est tellement facile d'aller voir que oui, effectivement, c'est presque du 24 heures sur 24. Après, ce que tu dis est très intéressant, mais je pensais effectivement, toi, tu as la chance d'avoir quelqu'un qui va te dire, oh, là, tu coupes. Je pensais aux gens qui se lancent et qui sont célibataires ou qui n'ont plus, effectivement, ou qui n'ont pas, ou qui n'ont plus quelqu'un qui peut leur dire stop. Et là, c'est vraiment une autodiscipline à acquérir qui est quand même très difficile et qui demande, il y a des fois, à être aidé justement pour cette acquisition, parce que on a besoin d'un miroir, on a besoin d'un référent. Et quand on est seul face à son miroir ou face à son référent, on a toujours la possibilité de négocier et de dire, bah, écoute, ce sera pour plus tard ou autre chose. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de facile non plus quand on commence à créer. Pas facile non plus, et tu l'as dit différemment, c'est que quand on crée, on finit quelque part par être tellement plongé dans ce que l'on crée qu'on devient l'objectif, en fait, on devient sa boîte. Or, je pense qu'une des choses extrêmement importantes qu'il faut comprendre, et là je m'adresse même à tous ceux qui nous suivent, je l'ai dit plusieurs fois et pour moi c'est quelque chose de primordial, il faut comprendre que on est le représentant de ce que l'on crée, mais on n'est pas ce que l'on crée. Et ça permet d'éviter la fusion en fait entre les deux. On est juste le représentant des valeurs, de ce que l'on a envie de partager, oui, mais on a aussi notre identité propre. Et notre identité propre, c'est pas forcément fusionner avec ce que l'on crée. On peut être Exactement. pas fusionner. Exactement. Et c'est ce qui nous permet aussi d'être beaucoup moins perméable aux critiques, aux suggestions ou aux feedbacks sur la société et pas soi, en fait. Ça reste vraiment deux choses extrêmement différentes. Absolument. Et apparemment, on est vraiment en face parce que la question, encore une fois, tu m'offres la transition et je t'en remercie. L'autre question que j'allais te poser, c'est quand on crée quelque chose et qu'on a généralement une bonne situation, une situation qui est stable, enfin disons qui est
comment dire, tranquille, une situation salariée, donc avec un revenu, etc. Et que tout d'un coup, on dit à notre entourage, coucou, j'arrête, coucou, je vais devenir indépendant, coucou, je vais créer ça. On a toutes nos bonnes âmes qui nous entourent, qui viennent nous prodiguer plein de conseils pour ne surtout pas le faire. Comment tu as géré ça? Ça. Et si oui, comment? Ouais, je pense que c'est important d'en parler parce que encore plus quand c'est de la famille très proche, on peut être justement très touché par le fait de pas forcément, en tout cas de ce qui nous paraît pas être des encouragements. Moi, je sais, sans trahir de secret, que du côté ma mère, quand j'ai annoncé que je quittais mon CDI, en vrai, en plus, un super job, enfin voilà, une bonne situation, etc. Faites-nous part de vos expériences avec plaisir. Directement, il y avait ce côté, mais tu peux pas lancer ton activité dans ton entreprise actuelle, c'est pas quelque chose que tu peux développer chez eux. Est-ce que c'est pas quelque chose que tu peux faire peut-être en mi-temps salarié, développer à côté? Enfin, ce qui est certain, c'est que, en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsqu'on lance son projet, quelle que soit la personne à qui on va la partager, elle va naturellement et peut-être de façon inconsciente projeter ses peurs sur vous. Donc là, en l'occurrence, ma mère, je n'en veux absolument pas, mais elle qui est vraiment dans un cadre, dans la même boîte depuis, je sais pas, 25 ans ou plus, toujours en CDI, etc. Pour elle, sa manifestation, en tout cas, de sa peur ou de sa crainte, c'était que c'était pas du tout possible, en tout cas, de pouvoir se lancer sans filet de sécurité un peu dans l'inconnu ou dans ce type de choses-là. Donc, ce qui est certain, c'est que à partir du moment où on comprend un petit peu cette logique-là, ça permet de développer un peu plus de compassion. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est aussi, en fait, à ces moments-là, l'entrepreneuriat, c'est quand même extrêmement dur. On va pas se mentir. C'est pas une vie de bisounours, c'est les montagnes russes. Ça nous remet énormément en question. Il y a beaucoup de phases de doute. C'est naturellement beaucoup de travail. Enfin, voilà, c'est important de dire que c'est pas tout rose. Il n'y a pas que ce qu'on voit sur les réseaux. Et dans ces phases-là, c'est important aussi de s'entourer de personnes, pour le coup, qui nous portent. Et donc, si à ces moments-là, on a des amis ou des connaissances qui vont être très nocives ou en tout cas négatives par rapport à son projet, ma démarche à titre personnel, c'est peut-être pour un temps donné, en tout cas, de se dire que voilà, c'est des personnes peut-être qu'on verra un petit peu moins. De toute façon, on a moins de temps quand on est entrepreneur. Donc, ça peut être aussi une stratégie à adopter pour se préserver et vivre mieux l'intensité de l'aventure entrepreneuriale. Ok, ça n'empêche que quand on est au début et qu'on est en but en fait à ce genre de gentillesse, disons-le, il y a des fois ça peut quand même énormément impacter à se demander effectivement, c'est beaucoup de remise en question à ce moment-là, c'est beaucoup de est-ce que j'ai raison, est-ce qu'il faut que je le fasse, il faut vraiment une motivation qui soit quand même une motivation et une envie qui soit très forte. Et émotionnellement, je dirais, il faut aussi un désir qui soit au-dessus de la peur pour pouvoir effectivement continuer à se lancer et être focus sur l'objectif qu'on a. Ok, cool. Je crois qu'il y avait des questions, pardon, pour partage d'expérience. Si les personnes veulent préciser, avec plaisir pour vous partager d'autres expériences, mais si vous avez des choses en tête précises, vous pouvez le dire dans le chat. Oui, absolument, il n'y a aucun souci là-dessus. Et moi maintenant, Camille, on a déjà 45 minutes d'échange, ce qui est déjà pas mal. Merci beaucoup pour cette disponibilité. Si tu te retournais sur tout ton parcours aujourd'hui, c'est quoi la synthèse que tu pourrais en faire de ta création maintenant? Qu'est-ce que tu pourrais nous donner en fait? Écoute, si j'essayais de synthétiser, c'est vraiment la chose en fait qui m'a fait le plus avancer, c'est alors on parle souvent des petits pas, on en parle beaucoup dans l'univers entrepreneurial, du coaching ou autre, mais aujourd'hui avec du recul, la synthèse c'est vraiment en fait ces stratégies de petits pas. À chaque fois, depuis un an, j'ai vraiment
ce que j'appelle mis en place vraiment un travail de fourmi où petit à petit, je mettais en place des toutes petites choses, un petit événement d'abord avec peu d'entrepreneurs, ensuite un tout petit peu plus gros, ensuite telle communication, tel test, telle petite chose. Et en fait, vraiment, le fait d'avoir accumulé tous ces petits pas aujourd'hui, c'est ce qui me permet, en tout cas à mes yeux, d'avoir pu avancer assez vite, en fait, avec du recul. Et donc, je pense que les petits pas, ça synthétise bien mon parcours aujourd'hui, le passage à l'action à 100%. Et autre chose aussi qui m'a fait gagner énormément de temps, et je pense qui est assez propre aussi à mon parcours personnel, c'est d'avoir énormément pris en compte, en fait, l'avis des autres, ou en tout cas d'avoir pas été uniquement renfermée sur moi-même, mais d'avoir beaucoup demandé, co-construit avec des entrepreneurs des offres que je voulais lancer, de m'être entourée à titre personnel d'autres entrepreneurs pour leur dire bah, voilà les directions que je souhaite prendre, qu'est-ce que vous en pensez, d'avoir au maximum été de pas être restée en fait dans mon coin et de me dire c'est telle direction que je veux prendre, je pense que c'est ça, c'est mon intuition, c'est de vraiment en fait avoir pris en compte les autres dans mon chemin pour aller plus vite, avoir quelques raccourcis à certains moments et, et probablement pas avoir pris des chemins qui étaient qui finalement étaient contre-intuitifs ou qui fonctionnaient pas. J'aime bien rappeler qu'on voit souvent les choses depuis notre prisme à nous et qu'en fait le regard des autres nous ouvre le champ des possibles en un temps record et il ne faut pas s'en priver. Encore plus si on a l'intention d'entreprendre seul, c'est indispensable. Le regard des autres nous ouvre effectivement le champ des possibles. Par contre, effectivement, le regard des autres ne doit pas être un jugement. Et ça, c'est pas forcément évident non plus. Exactement. Parce que le feedback qui va être donné peut être pris comme un jugement. Et là, ça commence à être difficile et on va parler de syndrome de l'imposteur ou autre chose, de choses qui sont dévalorisantes en fait pour la progression du parcours. Ok. Si je te demandais comme ça, pour des gens qui veulent se lancer, une ou deux clés au départ, une ou deux choses auxquelles, voilà, on peut, un début de coaching pour nos entrepreneurs, pour nos futurs entrepreneurs. Alors, la première clé, c'est de se rappeler qu'on est tous humains et que même les personnes qu'on admire ou des entrepreneurs qui sont autour de nous, on a tous des phases de haut, de bas. Et donc, quand ça nous arrive, c'est complètement normal. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, mais j'ai l'impression que je suis le seul à vivre des périodes de doute, à vivre des périodes de grosse frustration ou autres. Et je pense que ça peut faire gagner énormément de temps de rappeler que ça fait complètement partie de l'aventure et que n'importe qui entreprend à ces phases-là. Donc là, c'est vraiment déculpabilisation et mise aussi en place d'actions qui nous permettent de nous sentir au mieux au quotidien. Et mon deuxième conseil pour, on va dire, créer son aventure entrepreneuriale de la façon la plus sereine possible, c'est au-delà de co-construire, en fait, c'est quel que soit en fait le produit, le service ou autre, c'est de pas hésiter en fait à démarrer avec du gratuit, du pro bono et de gagner en fait aussi en confiance au fur et à mesure et vraiment d'intégrer cette démarche-là en fait dans son cheminement. Et moi, la première qui a toujours été assez impatiente, qui avait toujours eu envie voilà, de vivre de mon activité, de tout de suite faire du chiffre d'affaires, etc. En fait, on gagne énormément à tout point de vue de commencer petit avec son réseau, avec les moyens qu'on a, sans pour autant passer par de gros outils, vraiment d'être en version presque un peu bricolage en fait, et de tester progressivement, progressivement, progressivement. Merci pour ces conseils. Et donc aujourd'hui, on a des outils simples, effectivement, de coaching, qui est tout ce qui est l'académie de puissance mentale, en fait, donc la préparation mentale, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à choisir plus pour coacher les entrepreneurs
des outils de puissance mentale qui sont des outils effectivement très très simples, puisqu'on va parler de respiration, on va parler de relaxation, on va parler un petit peu de vision futuriste quelque part, enfin d'amener les gens à conscientiser les choses, que des outils beaucoup plus, j'allais dire lourds, mais peut-être différents et peut-être un peu plus difficiles. Qu'est-ce qui a motivé le choix de la puissance mentale et le choix qu'aujourd'hui tu appliques en fait tes techniques de coaching avec ça? Oui. Alors moi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand j'ai quitté, du coup mon CDI, j'ai commencé à me former en PNL, programmation neurolinguistique, que tu connais, bien aussi avec Paul Pironnet. Hem et quand j'ai démarré le cursus de PNL, je me suis dit: «OK, c'est très intéressant, la PNL». Mais à la première étape où j'étais, je trouvais pas ça du tout assez, concret pour en faire une activité, en fait. Je me suis dit: «Il y a quelque chose de très intéressant dans tout ce qu'on commence à nous partager, mais concrètement, comment est-ce que je vais voir un entrepreneur et de l'accompagner avec de la PNL?» À ce stade-là, quand j'ai démarré par le niveau, des bases, pour moi, on n'était pas du tout dans quelque chose de concret, de palpable, et quand j'essayais un peu de le pitcher auprès d'entrepreneurs, ils étaient encore plus, paumés. Donc moi, mon urgence, en fait, ça a été d'identifier des méthodes qui étaient extrêmement terrain et simples. L'avantage en plus de l'académie de puissance mentale, c'est que Geoffrey, il vient de l'univers de la police, il a été, sportif, donc il a vraiment, on va dire, cette approche très, 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 très concrète avec, comme tu l'as dit, des exercices de respiration, de visualisation, de détermination d'objectifs qui sont en fait des choses très, très concrètes et qui parlent en fait à des entrepreneurs, et encore plus avec le parallèle justement des sportifs, dont est issue, la préparation mentale. Les choses se sont fait très naturellement, et lorsque j'ai vu la formation de Geoffrey et que j'ai décidé d'intégrer cette école-là, ça a été beaucoup plus simple en fait du jour au lendemain à, partager finalement, ce que je pouvais proposer en coaching, les bienfaits de ce type, d'outils-là. Même si dans la réalité, dans mes coachings individuels, il y a autant, de puissance mentale que de PNL. Enfin, voilà, tout bien sûr se mélange et j'en fais ma propre tambouille. Mais le choix s'est fait en tout cas par, ce qui pouvait être le plus utile à la cible aussi que je visais, et accessoirement ce qui moi me faisait le plus kiffer. Et tu vois, pour te donner une petite anecdote, moi j'avais eu une grosse, phobie de la prise de parole en public, il y a en 2016, lorsque j'étais salariée, et à ce moment-là, j'étais pas du tout encore dans des cursus ni de coaching, ni de PNL, ni de préparation mentale. Mais en revanche, j'avais travaillé avec une sophrologue, avec d'autres personnes, et finalement, ce qui m'avait sauvée à l'époque, c'était de travailler ma respiration, de me visualiser dans certains, événements, de travailler ma confiance en moi, de m'entraîner énormément, et finalement, c'est tous ces éléments-là, c'est vraiment des éléments qui sont, partagés, dans l'école de la puissance mentale, et qu'aujourd'hui je partage à des entrepreneurs. Donc j'aime bien me dire que les choses sont finalement pas complètement un hasard si, je me suis tournée vers cette voie-là. Ok, oui, effectivement, et c'est vrai que de toute façon, la PNL, la puissance mentale, les deux peuvent aussi énormément s'imbriquer l'un dans C'est hyper l'autre complémentaire. Mmh. et sont hyper complémentaires, on est complètement d'accord. Et donc, bah, écoute, on va arriver au terme de cette interview. Maintenant, ma dernière question, c'est Camille, quels sont les objectifs futurs? Vers quoi tu vas aujourd'hui? Écoute, donc moi, ça fait à peu près 1 an que je me suis lancée. Heu, Assez naturellement, j'ai fait beaucoup de coaching, individuel sur pas mal Mhm. de problématiques, gestion de la pression, peur de la prise de parole en public, développer sa confiance en soi, garder le cap ou ce type de choses-là pour des entrepreneurs. Et aujourd'hui, en fait, enfin, tu vois, c'est tout récent. J'en parle avec toi ce soir. Mais je pense que je suis un peu pas un pivot, mais en tout cas dans une nouvelle dynamique de mon activité, dans le sens où, je me suis rendu compte que ce qui me manquait aujourd'hui, même si j'adore mes clients, j'adore les personnes que j'accompagne, c'est, vraiment la dimension collective, qui a Mhm. toujours été, un espèce de fil rouge,
toute ma vie. Tu vois, j'ai des assos à côté. C'est vraiment la dimension de collectif qui m'anime. Je peux le faire gratuitement sans problème. Ça fait vraiment partie, en tout cas, des choses qui m'ont toujours portée. Le fait d'animer, de fédérer, d'être vraiment dans cette dimension de groupe. Et j'ai eu un peu une petite période de contraction il y a quelques semaines. Et le fait d'explorer ce qui grattait un petit peu à l'intérieur de moi, ça m'a permis justement de mettre le doigt sur le fait que je faisais plus assez de collectif en fait aujourd'hui. Et donc pour répondre à ta question, mes objectifs court moyen terme, c'est de remettre beaucoup plus de collectif dans mon activité avec des formations pour entrepreneurs, l'animation de groupes type mastermind ou autre. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui m'anime. Après, une fois de plus, tout est bien fait, tout est parfait, comme dirait François Lemay. Et je pense que j'avais besoin, en tout cas, de ce temps-là pour repartir dans cette direction. Okay. Et donc, Camille, maintenant, si on a des gens qui nous écoutent effectivement et qui veulent te trouver, on te trouve sur quel réseau social ou est-ce que tu as un site? Est-ce que tu as quelque chose? Juste, est-ce que tu peux nous les partager comme ça oralement et de toute façon, je les remettrai moi sous la vidéo qui sera republiée sur YouTube, il n'y a pas de souci, mais voilà. Oui, Où est-ce qu'on peut te trouver? oui, alors mon réseau social numéro un, c'est LinkedIn. C'est celui sur lequel je suis le plus active. Et j'ai un site qui s'appelle Scaline, SCALELINE.fr, où voilà, je partage mes différentes offres et vous pouvez me contacter avec grand plaisir. S'il y a voilà, des questions, des choses, des éléments ou des précisions dont vous avez besoin en regardant le replay, par exemple, bah, envoyez-moi un message, je répondrai toujours dès que j'ai le temps, dès que je peux, avec faire un appel ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec des entrepreneurs qui souhaitent se lancer ou même d'autres profils qui s'y intéressent. Okay. Eh bien, merci pour tout, Camille. Je crois qu'on arrive au terme effectivement de cet échange. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup pour toutes les clés, pour ta gentillesse et pour ta bienveillance, Camille. Merci énormément. Merci, Et à Eliane. ceux qui nous écouteront, que ce soit en team live ou en team replay, moi, je vous donne rendez-vous pour mardi prochain pour encore une fois une autre sortie de rail et une autre découverte voyageur vers vos objectifs. Merci, Eliane, de nous inspirer et de nous faire voyager. C'est très, très chouette. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde. Il va falloir. Alors, effectivement, si vous m'entendez